Alors aujourd'hui, nous allons être rejoints par le docteur Kim Blake, qui est professeur pédiatrique à l'Université de Nova Scotia en Canada, et par également Claudia Jungans, qui est la première présidente du groupe Charge en Allemagne et mère aussi d'un enfant de 21 ans avec le syndrome Charge. Alors, aujourd'hui, nous allons vous partager des informations très importantes sur les problèmes médicaux pour les adultes vivant avec Charge. Et maintenant, je laisse la parole à Claudia pour sa présentation. Je vais partager mon écran. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous voyez bien. Très bien. Alors, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Je suis je suis en charge des données que je vais vous présenter. Et ensuite, Kim, qui s'exprimera après moi, parlera plutôt des aspects médicaux. Alors, je vais d'abord vous donner aussi un peu de contexte. Donc, Kim et moi, nous avons participé à une conférence en Australie il y a 2 ans en tant qu'intervenante. Et il y avait un panel d'experts avec une session dans laquelle une jeune fille a posé, une jeune fille souffrant du syndrome de Charge. Elle a demandé quels sont les problèmes médicaux auxquels je devrais probablement être confronté à l'âge adulte. Et nous avons pensé que c'était une très bonne question. Et Kim a répondu, mais elle ne pouvait donner qu'une réponse vraiment générale, car il y avait encore très peu de rapports sur ce sujet. Et seulement généralement de vieilles études. Et la plupart des informations disponibles, en fait, ne portaient pas sur les adultes. Et donc, à la fin de 2024, Kim m'a écrit et elle m'a demandé si je serais prêt avec elle, si je serais prête de présenter avec elle une conférence aux États-Unis sur le sujet des problèmes médicaux chez l'adulte souffrant de Charge. Et je lui ai dit, ben, je ne sais pas, je ne suis pas une professionnelle, donc je n'étais pas sûr de pouvoir le faire, mais elle a insisté pour que je le fasse avec elle. Et donc, me voici ici. Alors, une fois encore, je précise, je ne suis pas professionnelle de la santé. Moi, je suis surtout spécialiste de mon enfant, qui a 21 ans aujourd'hui. Et au nom du groupe Charge en Allemagne, j'ai aussi accès à de nombreux dossiers de famille, de nombreux dossiers médicaux également, et je sais à peu près ce qu'il se passe en Allemagne au niveau du syndrome Charge. Alors, qu'avons-nous fait avec Kim? Eh bien, afin d'obtenir des données et des études mises à jour, nous avons créé un questionnaire pilote qui était très simple, traduit en allemand et en anglais. Et donc aujourd'hui, nous allons partager les données de ce questionnaire pilote qui a été rempli par des adultes qui souffraient, donc qui vivent avec le syndrome de Charge et aussi par leur famille. Des études plus approfondies seront aussi publiées dans les prochains mois, je l'espère. Et grâce à ces études élargies, nous espérons que nous pourrons ensuite atteindre davantage de personnes vivant avec le syndrome Charge à l'avenir et aussi leurs familles, et élargir encore l'étendue de ou la portée de notre étude. Alors j'espère qu'après cette présentation, vous auriez une meilleure compréhension de problèmes médicaux tels que le syndrome tachycardie orthostatique, la santé osseuse, les hormones de croissance, la santé mentale, le sommeil, pardon, et les problèmes gastro-intestinaux, qui vous seront en partie présentés par Kim. Alors, dans notre questionnaire pilote, nous avons poser des questions sur les nouveaux problèmes médicaux. C'est ce qui était important pour nous. Nous ne voulions pas savoir
Nous ne posions pas des questions sur les questions médicaux existants, mais plutôt sur les nouveaux problèmes. Donc, ça pouvait être des problèmes de vision, d'audition, de reflux, des problèmes intestinaux, de respiration, des problèmes osseux, de sommeil, etc. Nous avons aussi posé des questions quant à la santé physique et mentale. Et d'ailleurs, une fois que nous avons mis au point cette présentation PowerPoint pour la conférence médicale aux États-Unis l'année dernière, nous avions déjà reçu 92 réponses. Nous avons euh, réparti donc les répondants en différents groupes, des groupes d'âge d'abord. Donc, il y avait 48 personnes entre 20 et 30 ans. Ensuite, 33 répondants qui avaient entre 30 et 40 ans, 11 personnes qui avaient 40 ans et plus. Et nous espérons vraiment que cette nouvelle étude nous permettra d'atteindre de nouvelles personnes ultérieurement, des personnes qui ont plus de 40 ans. Parmi les personnes interrogées aussi, il y a eu 42 hommes et 49 femmes. Et, et nous avons aussi essayé d'obtenir des réponses du monde entier. Nous avons eu 48 réponses des États-Unis, 27 d'Allemagne, 5 du Canada et 7 d'autres pays, notamment la Nouvelle-Zélande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Irlande, Australie, Royaume-Uni. Et donc, parmi les personnes ayant répondu, 37 personnes vivaient avec le syndrome Charge et les autres étaient des parents ou des gardiens. Alors, regardons un peu les résultats, puisque c'est bien sûr le plus intéressant, c'est ce qui vous intéresse, je suppose. Alors, voici. Donc, c'est en fait l'ostéoporose qui est arrivée en premier. Environ un quart des personnes ont signalé des problèmes d'ostéoporose et ont été diagnostiquées à l'âge de 30 ans ou même plus. Et je pense qu'il y a peut-être même des problèmes ici de sous-signalement, en fait, parmi les patients à charge. Parce que toutes les personnes qui avaient répondu d'Allemagne ont dit non, alors que moi, je connais une personne qui avait souffert de nombreuses fractures quand il était plus jeune, donc je suis sûr qu'il souffre d'ostéoporose, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais que personne n'a ni fait attention. Je connais aussi deux autres familles, toujours du groupe allemand, qui savent aujourd'hui, d'après les résultats médicaux, que il y a, leur enfant souffre d'ostéoporose. Donc, il devrait y en avoir plus que les 22 personnes qui ont répondu oui à ce questionnaire. Et cela, c'est notamment l'occasion de demander aux parents de payer davantage, de faire davantage attention aux problèmes d'ostéoporose. Ensuite, deuxième réponse, les problèmes de reflux, d'estomac, de constipation et aussi de déglutition. Alors, on peut dire que les problèmes de reflux s'aggravent avec l'âge. Il y a aussi des patients qui développent une gastrite chronique et que les problèmes peuvent s'aggraver. Alors, quelles en sont les raisons? Eh bien, nous pensons que les habitudes alimentaires jouent un rôle important, généralement surtout chez les adultes, et que ce soit et aussi parce que les patients ne prennent pas toujours les médicaments qu'ils devraient prendre pour se soulager. Alors, ensuite, quatrième, on voit vision, colobome et décollement de la rétine qui a été signalé. Ensuite, j'aimerais passer à la question de l'ouïe, qui peut s'aggraver de manière dramatique. Et c'est là où des implants cochléaires ou des aides auditives peuvent vraiment être utiles. Et surtout que la communication est particulièrement importante et j'aimerais le souligner encore. C'est de ne pas seulement communiquer par la langue orale, même si votre enfant est adulte et veut s'exprimer oralement, il faut toujours avoir la langue des signes comme second support de communication. Et ensuite, j'ai aussi observé dans le groupe
dont je m'occupe en Allemagne, que beaucoup de personnes ne sont pas sensibles au problème d'ouïe, qu'on ne fait pas attention en fait que l'ouïe se détériore chez les patients. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on peut observer au quotidien. Donc moi ici, je pense encore, je crois que l'ouïe ici devrait en fait probablement être dans les 3 résultats les plus importants et qu'il y a eu un problème de sous-signalement. Ensuite, j'aimerais aussi passer à la question donc de la colonne vertébrale, des problèmes de scoliose ou de kyphose. Presque tout le monde a signalé avoir au moins l'un de ces 2 problèmes qui ne se sont peut-être pas aggravés, mais qui sont en tout cas toujours présents. Souvent, en fait, ce trouble s'aggrave pendant la croissance plutôt qu'en fait à l'âge adulte. Et il est possible aussi peut-être qu'un corset ou un autre système puisse aider les choses. Il y a aussi quelques patients qui demandent une intervention chirurgicale. Et parfois, la scoliose s'aggrave, mais ce n'est pas quelque chose que les gens regardent forcément. C'est arrivé à une patiente que je connais qui a 27 ans et qui a appris en fait récemment que sa scoliose était à près de 60 degrés et elle a dorénavant un corset, mais il faut quand même vraiment s'occuper d'elle. Et il y a un autre jeune homme qui souffre d'une surdicicité complète. Il a 21 ans et il souffre aussi de gros problèmes de respiration, de digestion et on suppose qu'il souffre grandement, mais il ne peut pas l'exprimer par des mots. En tout cas, nous avons une brochure qui a été publiée sur ce sujet. Kim, d'ailleurs, vous en dira davantage. Et sur la prochaine diapo, ici, vous voyez d'autres troubles qui étaient aussi donc mentionnés dans le questionnaire, mais qui n'ont pas reçu tant de réponses et qui concernaient seulement quelques patients en charge. En tout cas, ce qui concerne la migraine, il y a 90% des personnes qui ont répondu disant qu'ils ne savaient pas si c'était vraiment des migraines ou simplement des symptômes d'un autre trouble. Et donc voici ici une liste encore des problèmes médicaux et des problèmes signalés. Maintenant, une autre diapo. Vous voyez ici la première brochure que nous avions faite avec Kim. Nous avons travaillé sur celle-ci en 2018. Donc, elle portait sur la migraine abdominale, notamment, qui est traduite en français, en allemand, en espagnol et en portugais du Brésil. Il y a aussi beaucoup d'autres brochures, comme vous le verrez sur les autres diapositives. Il y en a d'autres encore que nous allons publier. Kim est généralement responsable du texte et moi, je m'occupe plutôt de la mise en page et des images. Et donc, tous les brochures que vous verrez dans notre présentation sont aussi disponibles sur le site web que Kim vous montrera à la fin de la présentation. Ici, une autre brochure sur le syndrome sur les questions dentaires, pardon, les problèmes dentaires avec le syndrome Charge, car nous savons que c'est un problème qui est vraiment fréquent et important, et donc il est primordial d'avoir un bon dentiste. Nous vous recommandons de voir le dentiste 3 à 4 fois par an. Cela ne sera pas forcément couvert par votre assurance. En tout cas, cela dépend en tout cas du pays où vous vivez. D'autant que je sais que ce webinaire est suivi par des personnes du monde entier. Donc cela pourrait vous coûter cher, mais ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment crucial. Car même les patients qui brossent bien leurs dents peuvent quand même avoir des problèmes de caries, car souvent leur bouche est trop petite, donc il est difficile pour eux de bien se laver les dents, surtout les dents du fond, les molaires. Il y a aussi le problème d'accumulation, de conservation d'aliments dans la bouche et aussi des problèmes de reflux. Tout cela endommage les dents. Alors là, c'est déjà ma dernière diapositive. J'aimerais en tout cas attirer votre attention
sur les problèmes d'endocrine. 38% des patients prenaient des hormones de croissance et 27% parce qu'ils sautent à la puberté. Et si on voit que davantage de patients souffrant de charge auraient dû recevoir des hormones, mais ne les ont pas reçues pour diverses raisons. Et à la fin de notre enquête, nous avons aussi demandé s'il y avait d'autres préoccupations, et la plus grande d'entre elles était et est toujours le manque de coordination euh, avec les adultes. Et ça, c'est vraiment un problème d'ailleurs avec tout le monde. Et il y a aussi des questions d'équilibre qui ont été mentionnées, ainsi que des changements cognitifs. Et enfin, le dernier, le classement de la santé générale et de la santé mentale. Et la plupart des personnes interrogées se trouvaient dans une bonne santé mentale en général, ce qui est une bonne nouvelle. Mais évidemment, ça dépend, évidemment, le moment où vous remplissez le questionnaire et l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Je vais à présent vous montrer une courte vidéo. Il s'agit d'une vidéo qui nous vient d'Allemagne et qui montre notre groupe d'adultes vivant avec charge. Et si vous regardez, vous verrez Kim dans cette vidéo également. Alors ce sont seulement des sons, mais tout au début, en allemand, cela dit, nous sommes équilibrés même avec des problèmes d'équilibre. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vais à présent donner la parole à Kim. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vois des pouces qui se lèvent. Parfait. Eh bien, Claudia, merci pour cet aperçu fantastique. Claudia, c'est le moteur de tout ça. Elle organise les choses. Elle a réussi à mettre en place ses dépliants et tout ce qui a été produit grâce à elle. Nous sommes très heureux de sa contribution. Alors, moi, je fais de la recherche sur le syndrome charge, les aspects cliniques depuis plus de 40 ans. Et c'est toujours très intéressant parce que je rencontre des familles et cela m'aide à faire évoluer les travaux et c'est un honneur à chaque fois que je suis invitée et que je rencontre chacun, chacune. Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans votre aide. Beaucoup des idées, en fait, proviennent des familles elles-mêmes. Elles, euh, elles viennent souvent des familles qui disent, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Et c'est là qu'on se rend compte que c'est ce qu'on devrait étudier. Alors, le POTS, donc le syndrome de tachycardie posturale, quand on pense aux personnes touchées par charge, nous pensons que la plupart des personnes vivant avec charge ont le POTS. En particulier, cela touche le nerf vagal. Donc, c'est là que cela déclenche le POTS. Alors, on a commencé à parler plus de POTS après le Covid et de ce syndrome de tachycardie, qui est un système de dérégulation avec un mode de actif et non actif. Donc,
Avec le POTS, comme la plupart des syndromes de charge, c'est très difficile de diagnostiquer, même chez les personnes avec charge. Et donc, je vais vous guider dans une présentation de comment euh, identifier ce syndrome facilement, où vous pouvez simplement allonger la personne pendant 5-6 minutes et ensuite se lever et en ayant mesuré la tension cardiaque allongée et debout, elle ne devrait pas changer énormément plus, peut-être 40 ou 30 battements par seconde de plus. Et vous devez faire cela donc euh, 5 minutes, puis 6 minutes. Alors, que se passe-t-il? Et cela a vraiment du sens avec le syndrome charge. Vous avez pardon, vous avez les vaisseaux sanguins qui se dilatent. Et donc tout stagne. Le rythme cardiaque n'augmente pas aussi vite que ce qu'il devrait. Et c'est ce qui vous donne la tachycardie, parce que votre cerveau envoie des signaux au corps pour dire j'ai besoin de sang, j'ai besoin que le cœur batte plus vite. Alors, les symptômes. Nous avons étudié les symptômes de cette, un certain type de syndrome. Donc, on a des évanouissements, des palpitations cardiaques, une fatigue prononcée. Et puis, il y a des symptômes abdominaux également qui peuvent être assez graves. Également, je sais que beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, c'est cela qui vous intéresse le plus et donc j'y reviendrai. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit à une très jeune famille il y a de très nombreuses années lorsque j'ai commencé, j'ai dit beaucoup des problèmes que vous rencontrez maintenant vont se régler. Tous les problèmes, en fait, intestinaux, ce sont les problèmes qui vont rester, qui vont perdurer. Et en fait, Charge doit vraiment se concentrer sur les problèmes qui sont en lien avec la digestion et avec les intestins. Donc, il y a des symptômes abdominaux également sur la diapositive suivante. En résumé, de nouveau, j'aimerais résumer toutes ces questions parce que je pourrais entrer dans les détails dans cette présentation, mais c'est très difficile à diagnostiquer. Et dans ce questionnaire, on l'a vu, il y a donc un handicap multisensoriel. C'est d'autant plus difficile à diagnostiquer chez les adultes. Il y a des problèmes de régulation de température et on ne s'est pas encore assez penché sur cet aspect. Le stress a l'air d'être un des facteurs déclencheurs. Donc, on cherche sur le déclencheur comme les migraines. Qu'est-ce qui fait que mon patient va développer ce symptôme? Pourquoi est-ce que lorsqu'il fait très chaud, ma patiente déclenche des symptômes? Et la mère, en étant au courant de cette sensibilité aux températures élevées, va pouvoir intervenir dans ce sens. Donc, en ayant des fluides, en pouvant adapter l'exercice et l'environnement. Et puis le fluocortisone qui peut être utilisé et avoir des effets bénéfiques. J'ai des familles que je suis de manière assez rapprochée qui en font l'usage. Il s'agit d'une condition qui peut être traitée, mais il faut chercher ce symptôme. Alors, nous avons ici un dépliant sur le POTS, donc où on vous montre bien quel est le test à effectuer avec le patient, donc allongé et assis. On me demande souvent,
Qui dois-je aller voir en tant qu'adulte avec ça? Eh bien, vous pouvez parler à des cardiologistes, évidemment, même s'ils ne sont pas toujours très ouverts à cela, surtout que ils ont de très nombreux patients qui ont des symptômes similaires. Mais vous le savez, en tant que patient charge, il faut insister et ils peuvent proposer des implants cochléaires en particulier, qui peuvent aider pour l'épilepsie et pour le POTS. Et cela a vraiment eu un impact bénéfique également sur la digestion. Et vous voyez que l'implant cochléaire, est-ce qu'il va y avoir un stimulateur du nerf vague? Ça dépend. Euh, Vous utilisez un petit peu quelque chose qui est un peu équivalent d'un pacer qu'on met sur le cœur, un pacer cardiaque, et que l'on peut utiliser. Vous voyez la jeune fille sur l'écran à droite, ça a changé sa vie parce que cela l'a guéri de l'épilepsie et j'espère qu'à l'avenir, cela pourrait être utilisé également pour les patients atteints de charge. Alors, à présent, les hormones de croissance. Alors, j'ai une experte endocrinologue qui m'aide parce que moi, ce n'est pas mon domaine de spécialisation. Mais nous avons été en Allemagne pour assister à la meilleure conférence organisée par Claudia et qui est extrêmement bien organisée. Je vous invite à y assister. Donc, quand on parle de hormones de croissance, les gens sont très perturbés, ils ne comprennent pas est-ce il s'agit d'hormones de croissance ou d'hormones sexuelles ou de testostérone ou d'œstrogène. Eh bien, en fait, ce sont toutes des hormones différentes. Claudia les mentionnait parce que cela a un impact sur la croissance. Alors, ici, je parle des hormones de croissance parce que j'aime bien vous apporter des nouvelles données, des nouvelles pistes de recherche pour vous tenir informés. Et donc, il y a un seuil, nous le savons, pour les hormones de croissance. Dans les syndromes génétiques, on ne sait pas trop. Mais le chiffre n'est pas assez bas en termes d'hormones de croissance par rapport à la normale pour être traité ou pas. Et en fait, ce que l'on entend, c'est que c'est important de traiter cela à l'âge adulte. Est-ce que ces hormones de croissance peuvent améliorer le bien-être? Et je crois qu'il y a une vraie piste ici à explorer avec des endocrinologues. Et il y a toutes sortes de données qui montrent que ce serait euh, au bénéfice des patients pour la santé de leurs os, pour leur qualité de vie et pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Et donc, on est au moment où il y a des bonnes études qui sont en cours, des recherches sur l'efficacité des hormones de croissance et sur le contrôle également des niveaux bas d'hormones chez les patients de charge. Et le docteur Jérémy Corr a commencé à se pencher là-dessus et je reçois beaucoup d'emails sur ce sujet. Merci Jérémy. Je crois il est connecté aujourd'hui. Alors, à présent, nous parlons des hormones sexuelles. Donc, l'œstrogène et la testostérone. Un jeune adulte nous a envoyé des questions. Il demande est-ce que je dois toujours prendre ma pilule contraceptive et quand dois-je l'arrêter? Et effectivement, il y a très peu de recherches sur l'interaction des hormones sexuelles et du syndrome charge, mais nous essayons de conscientiser, d'informer, d'éduquer nos médecins. Et c'est ce que vous faites, c'est vous les familles qui faites ce travail auprès des médecins. Alors, il y a plusieurs références qui parlent ici du syndrome Prader-Willi. On veut utiliser de la testostérone ou de l'œstrogène s'il y a des lacunes, des manques d'œstrogène ou de testostérone, évidemment. Au-delà de cela, c'est important de faire un suivi. Pourquoi? Parce qu'il y a les os, évidemment, c'est la libido, c'est aussi quelque chose qui est très important, évidemment, mais aussi votre bien-être général.
Et donc, cela vaut le coup de peut-être faire une thérapie de remplacement hormonal. Et si on remplace ces hormones, cela vous permet de continuer d'avancer. Donc voilà la réponse que j'ai apportée à cette jeune femme, qu'elle doit continuer les traitements hormonaux. Mais il faut évidemment prendre l'avis d'un endocrinologue si vous voulez des réponses plus pointues. Beaucoup de jeunes d'ailleurs, de jeunes adultes avec des syndromes charges ne veulent pas voir plus de médecins que nécessaire. Ils voient déjà suffisamment de médecins. Mais parfois, il faut aussi éduquer l'endocrinologue sur ce qu'est le syndrome charge. Donc, on sait que ça représente une charge mentale également. Ce que Claudia disait, elle parlait de l'ostéoporosis. Alors, ça, c'est l'ostéoporose. C'est un problème qui n'est pas traité de façon adéquate. Dans les petits-enfants, il y a un déficit de vitamine D, ce qui augmente ensuite à l'adolescence, et déficit de calcium également. Donc vitamine D et calcium. Et on est limité dans également les exercices qui impliquent de porter du poids. Mais tout cela est très important de continuer à faire de l'exercice pour justement combattre ces symptômes, mais aussi pour votre bien-être général. Alors, est-ce qu'il faut faire un scan DEXA? Qu'est-ce qu'un scan DEXA? Cela vous donne la densité osseuse. Alors, c'est important d'en faire, mais il faut ajuster les valeurs selon la taille du patient. Mais c'est effectivement un outil utile. C'est important de savoir. Moi, j'ai fait le suivi d'un jeune homme en Angleterre et j'ai pu voir au fur et à mesure de ces DEXA scans comment la densité osseuse s'est détériorée. Alors, les bisphosphonates, les raloxifènes, il s'agit de traitements qui existent, il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui, qui aident spécifiquement la densité osseuse et je crois que cela va être tout à fait important à l'avenir pour traiter le syndrome charge. Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui bénéficient de ce traitement, mais je pense que c'est en train de s'ouvrir et avec accompagné d'autres traitements pour les conditions osseuses en particulier. On se penche de plus en plus à présent sur la santé osseuse et l'ostéoporose, comme Claudia l'a dit, on ne le cherche pas parfois, et c'est pour ça qu'on ne le trouve pas. Parce qu'on ne va pas forcément avoir des fractures tous les jours si quelqu'un vous serre la main. Mais s'il y a des fractures en plus d'autres choses, nous pensons que cela représente un vrai problème. Et dans le questionnaire, on a vu cela émerger comme étant une problématique. Alors, on n'a pas encore terminé notre dépliant sur l'ostéoporose, mais nous avons terminé notre dépliant sur la scoliose. Et en particulier, on s'est penché sur les jeunes adolescents et les jeunes adultes et l'évolution de la scoliose. Nous avons étudié quels sont les exercices physiques qui sont importants. Il faut travailler avec vos professionnels de la santé, comme des kinésithérapeutes, etc. Et j'ai trouvé dans les recherches faites par des kinés et d'autres professionnels des pistes très intéressantes d'exercices qui peuvent être euh, faits, qui peuvent également vous être enseignés par votre kiné lorsque vous allez faire euh, vous allez faire des consultations. Alors, les questions de sommeil. Je sais que Casey, qui est psychologue, des chefs de file dans le domaine du syndrome charge, a beaucoup travaillé sur la question du sommeil.
Et Tim Hawkes a écrit d'excellentes revues également, d'excellents articles. Alors, c'est un domaine très vaste et à nouveau, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Mais nous, en tant que communauté dans le monde, en tant que population mondiale, je crois que si Artemis, qui était dans l'espace, pouvait nous voir depuis l'espace, elle, elle verrait que nous sommes tous, toute la population du monde, tout le monde est sur son téléphone, même quand vous marchez dans la rue, tout le monde est sur un écran, constamment, toute la journée. Et le sommeil, eh bien, est complètement imbriqué dans les habitudes de vie saines. Et j'en parle avec ma population pédiatrique. Faites attention à votre temps d'écran, faites de l'exercice, ne mangez pas trop tard, que vos chambres à coucher soient propices au sommeil. Toutes ces petites choses, en fait, aident à contribuer à une meilleure qualité de sommeil. Ici, j'ai une jeune femme qui a un syndrome charge très développé, malheureusement. Elle a eu des problèmes familiaux dans son enfance. Elle est dans une famille d'accueil et elle a du mal à dormir et ça commence à s'améliorer. Alors voilà les comportements. On a vu une vidéo sur le tai chi. Moi, ça m'a donné envie de faire du tai chi maintenant. Mais voilà des idées de comportement, d'avoir des couvertures peser, faire 20 minutes, 1 heure d'exercice par jour en dehors de l'école. Et maintenant, je fais 3 fois 20 minutes dans la journée pour avoir 1 heure d'exercice, ce qui aide les comportements. Et ensuite, donc, prochaine diapositive sur les traitements médicaux. N'oubliez pas aussi qu'il y a le problème d'apnée du sommeil. Ici, vous voyez un jeune homme à Toronto et qui dit cela a vraiment changé sa vie. Il en souffrait quand il était petit déjà. Il a fait une étude du sommeil, et ça l'a vraiment aidé ensuite dans sa vie d'adulte. Et il m'a dit, Dr. Blake, vous avez vraiment changé ma vie de m'avoir ouvert les yeux sur ce point. Et c'est super quand on est un docteur et qu'on entend ce genre de choses. En tout cas, maintenant, il va beaucoup mieux. Il va aussi beaucoup mieux pendant la journée parce qu'il dort bien la nuit. Car le mauvais sommeil, ça vous affecte vraiment pendant la journée. Ça touche tout votre système. Alors avant, je promouvais la mélatonine. Maintenant, je pense que le magnésium est une meilleure option. Et je crois aussi que la combinaison des deux est très, très utile. Moi, j'aime surtout le glycine de magnésium qui est disponible en capsule de gel ou alors en liquide. Cela, ça vous calme, ça calme les personnes qui ont des problèmes du sommeil, notamment autour de 3-4 heures du matin lorsqu'ils bougent dans tous les sens. Et si vous vous réveillez entre 2 et 4 heures du matin, prenez aussi un peu de mélatonine. Moi, je le fais et ça fonctionne très bien. En tout cas, je le fais avec beaucoup de mes patients de pédiatrie, mes clients réguliers, notamment aussi ceux qui ont des problèmes de neurodivergence, et cela fonctionne bien. Ensuite, des drogues comme le clonidine ou l'Iantunib peuvent aussi bien fonctionner. Ce sont des relaxants, ils calment donc le système nerveux. Ils seront bien aussi pour le DHA le matin. Parfois, par contre, si vous les prenez la journée, ils peuvent vous donner des somnolences, donc c'est peut-être mieux de les prendre pendant la nuit pour simplement calmer les patients. Ensuite, le trazodone, c'est quelque chose que moi, je n'utilise pas trop, mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent pas mal et que ça fonctionne bien, notamment combinaison trazodone et Intuniv. Prochaine diapositive. Problème de santé mentale. Tim Hawthorne aimerait beaucoup être ici pour en parler, mais il n'est pas là, malheureusement. Je crois que vous le connaissez bien, en tout cas, chez DBI.
Donc, en ce qui concerne la santé mentale, eh bien, il y a donc la population vivant euh, avec le syndrome Charge est très diverse. Il y a beaucoup de personnes qui sont neurodivergentes, même si je suis d'accord avec mon collègue Tim, ce n'est pas tout le temps l'autisme, mais je me suis un peu éloigné de cette vision. Mais par contre, je pense que l'anxiété est très importante. Elle est vraiment très fréquente. Et pourquoi d'ailleurs ne serait-ce pas le cas? Nous sommes tous anxieux de temps en temps. Moi, je suis anxieuse en ce moment même. Nous souffrons tous d'un certain niveau d'anxiété. Mais si vous avez des problèmes d'orientation dans l'espace, d'équilibre, etc., l'anxiété, bien sûr, c'est un grand problème. Et j'ai commencé à traiter l'anxiété maintenant chez même plus jeunes. Et il y a aussi un aspect psychologique important, un aspect euh, comportemental. Et pour cela, on a besoin d'un traitement médical parfois pour calmer l'anxiété comportementale. Il y a aussi, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les familles aussi, où il y a déjà un historique de troubles du comportement. Et j'ai aussi commencé à prescrire la fluoxétine à plusieurs jeunes ces derniers temps, et cela fonctionne très bien. Euh, le TDAH est fréquent, il est fréquent chez Charles, il est fréquent aussi à cause de l'anxiété, il y a un peu ces problèmes qui se chevauchent. Et après, il y a aussi bien sûr les problèmes du stimulateur du nerf vague. Je sais que Claudia a fait des expérimentations à son sujet, moi aussi. Nous en avons déjà parlé aussi lors de notre dernière conférence. Et certains patients ont essayé la stimulation de ce nerf et ils trouvaient que c'était appréciable. Moi, j'aurais beaucoup aimé faire une étude sur ce sujet. Je crois que quelqu'un, en tout cas, devrait le faire. C'est une étude qui est vraiment en attente. Il y a peut-être des entreprises même qui voudraient la parrainer. Mais pour l'instant, moi, par contre, je vais me centrer sur les adultes avec Lolia. Prochaine diapo. Je crois que vous attendez tous cela, donc les conditions qui concernent donc la digestion, ou les problèmes gastro-intestinaux. Et donc hier, j'ai parlé à un gastro-entérologue qui m'a dit qu'il était aussi expert en syndrome Charge et qui me conseillait, qui me confiait qu'il avait un patient jeune adulte avec lequel il ne savait pas du tout quoi faire. Il souffre de vomissements chroniques, par exemple. Il a 28 ans. Et donc, quand il était plus jeune, il arrivait à se nourrir correctement, il profitait bien de la vie, mais cela fait 2 ans à peu près qu'il a des problèmes, qu'il a besoin d'un tube pour s'alimenter, que les choses se sont très vite dégradées. Et il souffre aussi de vomissements chroniques, cycliques. Et ce que j'ai appris des parents, c'est que, en fait, cet enfant souffrait aussi de troubles obsessifs compulsifs, des problèmes d'anxiété aussi. Et donc, j'ai demandé aux parents peut-être plutôt d'essayer de traiter ces aspects-là d'abord. Et c'est aussi ce que j'ai dit au gastro-entérologue. Et je ne sais pas, ils ne l'ont pas fait en tout cas pour l'instant, mais pour l'instant, ce patient a vraiment un estomac complètement détendu, des problèmes aussi d'intestin, et les choses se sont aggravées. Donc là, c'est vraiment bien sûr un peu l'extrême des problèmes gastriques chez l'adulte avec des problèmes d'alimentation, de vomissement, des problèmes intestinaux et aussi avec des problèmes de motilité, donc la motilité intestinale qui ne fonctionne pas, les intestins qui ne remplissent pas leur fonction.
Donc, lorsque j'ai commencé à étudier les problèmes de santé chez les adultes vivant avec charge, eh bien, nous avons décidé, en fait, avec Claudia, nous avons remarqué qu'il y avait des problèmes qui étaient liés donc à la digestion, tout au système de la bouche à l'estomac, donc avec les problèmes des joues, des dents, les problèmes de déglutition, des problèmes qui sont parfois assez rares, mais qui s'embriquent les uns dans les autres et qui peuvent être aussi liés au nerf vague, car le nerf vague est dans une boucle en fait où il est en contact avec le cerveau, mais aussi avec l'estomac, et donc il récupère beaucoup d'informations du corporel, et c'est donc bien de suivre ce qui se passe au niveau du nerf vague. Alors maintenant, je sais que vous avez tous besoin d'idées de traitement euh, pour les intestins. Donc, si vous voulez en fait consulter déjà un document très intéressant, il y en a un sur mon site web qui n'est pas très bien écrit, malheureusement. Mais il offre un bon résumé. Et il y a aussi des posters qui ont été faits à propos de ce document, qui donnent donc des informations contextuelles. En tout cas, le nerf vague, c'est l'un des nerfs crâniens les plus inférieurs. C'est aussi le plus long des nerfs crâniens. Et donc, il va en fait jusqu'à l'intestin et il affecte aussi l'intestin. Très peu des patients vivant avec charge, malheureusement, voient un spécialiste gastro-entérologue, alors qu'ils devraient tous en avoir un. Mais le problème, c'est qu'il se passe tellement de choses quand ils sont jeunes, ils ont tellement de problèmes de santé qu'ils ont déjà un spécialiste pour toutes les autres spécialités, c'est-à-dire le cœur, la respiration, la gorge, le nez, etc. Et, et donc, l'intestin n'est pas vu comme une priorité, mais je crois que ça doit changer. Les seuls qui voient vraiment un spécialiste, c'est ceux qui ont vraiment de graves troubles intestinaux, euh, qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément fréquents. Donc, pour revenir maintenant au traitement. Donc, le jeune gastro-entérologue à qui je parlais hier m'a parlé de Prucalopride, donc qui est un médicament qui vient d'être commercialisé. Avant, il y en avait un autre qu'on utilisait qui fonctionnait très bien pour la motilité, qui faisait vraiment beaucoup de différence, mais qui a été retiré du marché. Et donc maintenant, il y a un nouveau produit donc, qui s'appelle Prucalopride et qui n'est peut-être pas si efficace que son prédécesseur, mais qui, euh, qui aide quand même le transit intestinal. Donc, par exemple, je reviendrai à la question de la constipation dans une minute, mais il y a aussi donc d'autres médicaments comme le domperidone qui sont aussi donnés aux, aux bébés qui ont des problèmes de digestion. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre d'où les problèmes viennent. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des médicaments qui améliorent la motilité, le fait que l'intestin puisse vraiment bien digérer et faire descendre les aliments. Ensuite, je crois que le prochain sujet, ce sera donc la constipation. C'est ça, vous voyez ici donc la brochure aussi qui a été faite à ce sujet. Donc là encore, il y a des informations sur le nerf vague. Et ensuite, excusez-moi, je reviens donc à la diapo sur les problèmes intestinaux. Je crois que c'est vraiment là, en fait, le domaine le plus important. Et peut-être que la plupart des questions que nous allons recevoir seront sur ce sujet d'ailleurs. Et je serai d'ailleurs heureuse d'y répondre. En tout cas, il n'y a pas de remède miracle. Ce qui est bien, c'est d'essayer de traiter les problèmes de constipation, les problèmes d'intestin le plus tôt possible, s'assurer que la motilité est récupérée, qu'il y a vraiment des mouvements intestinaux.
Donc, n'oubliez pas les intestins et même si, en fait, le système intestinal fonctionne bien, il faut toujours le garder à l'esprit. Et pour cela, il faut avoir toujours un bon régime alimentaire. Il faut aussi de la mobilité, car nos intestins, quand on vieillit, ils commencent un peu à se ramollir en quelque sorte. Ils perdent un peu de leur dynamisme. Et si vous êtes dans une situation où vous ne mangez pas aussi bien, ce qui arrive parfois avec les adultes, et si aussi vous bougez moins, vous faites moins d'exercice, eh bien, il faut penser donc que ça peut avoir un impact négatif sur l'intestin. Alors là, je reviens donc à la brochure sur la constipation, qui est l'une des premières que nous avons fait, qui est basée sur quelques documents. Donc l'année dernière, nous avons publié une mise à jour de ce document sur la constipation, un autre aussi sur le microbiote. Il n'y a pas encore de PowerPoint ou de vidéo sur ce sujet, mais elles seront bientôt publiées également sur mon site web. En tout cas, ici, il faut vraiment apporter des traitements à tous les niveaux et aussi le faire avec beaucoup de respect. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tubes parfois qui étaient utilisés et qui sont ensuite retirés après avoir été utilisés pendant longtemps. Eh bien là, il ne faut pas être complaisant. Il faut être réactif. Une autre chose qui peut se produire aussi, c'est que parfois l'intestin en fait se retourne. Nous avons 8 patients qui ont souffert de cela à l'âge adulte. Et ça peut être l'un des plus grands problèmes. C'est ce qu'on appelle le volvulus. Et donc là, il faut vraiment demander de l'aide le plus tôt possible. Alors maintenant, je vais revenir à la question du nerf vague. Moi, je pense que les implants ou les greffes du nerf vague seront le futur. J'espère que je pourrai voir cela pendant ma vie. Ça a l'air horrible hein, comme opération, mais en fait, non, c'est une petite opération. La chirurgie des nerfs n'est pas si extraordinaire. La neurochirurgie, ça peut être en tout cas une solution. Et nous essayons de plus en plus d'avoir les neurochirurgiens de notre côté, de travailler avec nous pour le nerf vague, pour aussi des questions, par exemple, avec l'intestin, des questions de motilité. Et je pense que ce sera vraiment l'avenir. Il y a de plus en plus de recherches d'ailleurs qui vont être publiées à ce sujet. Ça a l'air comme un rêve pour l'instant, mais ce n'est pas en fait quelque chose de si extraordinaire. C'est quelque chose qui pourrait vraiment se matérialiser dans un avenir proche, même si ce sera probablement un peu coûteux. En tout cas, je crois qu'on ferait tous, la simulation du nerf vague pourrait vraiment profiter à chacun et chacune d'entre nous. Et il nous reste encore maintenant 2 diapositives. Je vais être rapide. J'ai un site web donc que vous voyez ici. Vous avez aussi la dernière checklist qui est tout en bas du site web. Nous espérons pouvoir faire aussi une de ces checklists pour les adultes qui souffrent de charges, qui sera centrée vraiment spécialement sur les soins dont les adultes auraient besoin, et basée sur les recherches que nous faisons. Et donc, c'est pour ça que nous demandons au plus grand nombre d'entre vous de remplir notre questionnaire en ligne. Si vous l'avez déjà fait, faites-le de nouveau, parce que c'est un nouveau questionnaire avec de nouvelles questions. Nous en avons aussi retiré d'autres. Nous avons une grande équipe de recherche maintenant qui travaille avec nous, de nombreux étudiants, et nous espérons avoir suffisamment de données pour la prochaine conférence déjà en Allemagne, mais nous allons vraiment continuer de collecter des données au fil des prochains mois, les 6 prochains mois. Et si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas de me contacter ou Claudia. Et donc, nous avons juste besoin de la confirmation du département d'éthique pour publier notre nouvelle recherche.
Vous voyez aussi des brochures, des vidéos qui sont disponibles sur le site web avec une famille qui est vraiment très heureuse. Sur la gauche, vous voyez neurologue avec qui je travaille, un autre brochure là au milieu. En tout cas, beaucoup d'informations qui sont disponibles, très bien organisées dans différentes sections. Et donc, pour un site web, il est vraiment très facile de le naviguer. Il est très convivial. Et j'espère aussi pouvoir publier bientôt toutes les dernières recherches, les derniers documents. Et voilà, nous avons fini en 1 heure tout juste. Ah, une dernière chose que j'aimerais dire, c'est ce qui concerne la traduction des connaissances. Eh ben, il y a un guide sur le syndrome du Charge, mais comme tous ces guides sont un petit peu anciens, mais il y a quand même beaucoup d'informations utiles dedans, notamment un chapitre sur les adolescents que j'ai fait avec Tim. Il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi un MOOC en ligne, un cours en ligne massif qui a été fait par l'Australie et qui est extraordinaire. Il y a aussi donc mon site web que vous voyez ici, le site web de la Fondation. La Fondation essaye de faire en sorte que de nouvelles familles joignent aussi, ils peuvent même payer pour vous. Et ils diffusent beaucoup d'informations. Et enfin, dernière diapo, ce sont des photos avec donc la famille de Claudia sur la gauche et ma photo incroyable sur la droite. Et j'ai un nouveau petit enfant qui vient de naître il y a juste 3 ans. Et j'en ai deux autres qui sont en route. Il y en a deux, donc deux filles qui sont enceintes. Et nous avons ici Joshi et Elliot qui sont là, les deux derniers qui ont rejoint notre famille. En tout cas, voilà, tout le monde est ici, sauf les derniers bébés qui s'appellent Pin. Voilà, c'est un drôle de prénom, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, merci beaucoup et, et j'espère que vous avez maintenant des questions. Oui, merci beaucoup. Je voulais aussi partager que nous avons envoyé les liens vers vos dépliants, Dr. Kim. Ils se trouvent dans le chat si vous voulez les télécharger. Nous allons également partager les présentations et les enregistrements lorsqu'ils seront disponibles. Nous enverrons à toutes les personnes inscrites au webinaire. À présent, nous allons regarder toutes les questions que nous avons reçues. Est-ce que je pourrais rajouter une dernière chose? Il y a un autre article qui vient de sortir, qui a été publié cette semaine dans le journal pédiatrique australien. Un article sur cette nouvelle checklist charge qui a été actualisée, qui a plus d'informations. Et cela a été publié dans l'examen dans cette revue scientifique, pardon, australienne. Et donc, je peux vous l'envoyer également. Merci beaucoup. Excellent. Nous avons effectivement reçu des questions. Là, je vais essayer de trier un petit peu par contexte et par sujet. Tout d'abord, qui nous vient de Anna, qui dit: ma fille a la palsy faciale depuis la naissance, elle a 25 ans à présent, et cela commence à la déranger. Elle est non-verbale et je ne sais pas comment elle se sent. Elle voit un ophtalmologiste régulièrement et utilise des gouttes et des baumes pour prévenir la sécheresse oculaire. Elle se tire sur les joues constamment pendant la journée. Ma question est comment soulager l'inconfort lié à la palsy faciale. Est-ce que vous aviez traité un groupe, justement, dans la paralysie faciale? Oui, il y a eu 2 adultes que nous avons traités. Est-ce que ça a fonctionné? Dans l'un des cas, cela a fonctionné, dans l'autre, non. J'ai eu à peu près la même expérience. Une jeune femme que je suivais depuis qu'elle était très jeune et elle était très dérangée par l'aspect plutôt physique de la paralysie faciale, de la façon dont cela affectait son visage. Et donc, elle a eu une opération. Il y a très peu d'opérations qui peuvent être faites.
Ils l'ont opéré un mardi, une petite opération pour être sûre d'avoir le temps de rectifier si besoin. Elle est très contente, très satisfaite. Elle a l'impression que cela a amélioré l'aspect de son visage. Lorsque vous avez une paralysie faciale, la partie de votre visage qui n'est pas paralysée est plus haute que celle qui est paralysée. Cela peut générer une tension sur les muscles en haut du visage. Donc, dans la chirurgie, on essaye de rendre le visage le plus symétrique possible. Et je crois que ça peut être incommode, effectivement, et avoir l'air bizarre. Il y a d'autres patients que j'ai suivis, patients avec charge qui avaient très peu de problèmes de paralysie faciale. Et une d'entre elles a eu des injections de Botox dans le côté qui n'était pas paralysé, ce qui a relaxé les muscles du côté non paralysé et lui a redonné plus de symétrie. Mais avec le temps, c'est vrai que le visage trouve sa propre symétrie. C'est comme si le nez, les différentes parties du visage seraient adaptées. Mais ici, apparemment, il y aurait un inconfort et donc je conseillerais peut-être un rendez-vous avec un chirurgien plastique qui se spécialise dans la paralysie faciale et peut-être effectivement considérer évidemment les injections de Botox qui puissent aider. Okay, so I'll just keep going through the questions. We're getting a few more Merci. coming in. So we Je vais have continuer à lire les a questions. question from Liv, I believe. So regarding swallowing, and does Une question de deterioration Liv sometimes lead to impossibility of eating, par rapport even au fait mixed d'avaler. celery and G-tube Est-ce que foods? la détérioration parfois amène à l'impossibilité de manger même de la nourriture mixée? Okay, so regarding swallowing, so does Est-ce que vous pouvez répéter la deterioration question? sometimes Oui, lead en to ce qui concerne impossibility la of capacité eating, d'avaler, uh, even est-ce que mixed la celery détérioration de la and condition G-tube amène foods? parfois à l'impossibilité de manger même de la nourriture mixée? Et cela amène donc à une alimentation par tube. Est-ce que la question, c'est savoir que si l'évolution de la maladie peut amener à devoir être alimenté par tube? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Il parle de la détérioration, oui. Yeah. La détérioration liée à la déglutition. Oui, c'est possible chez les adultes qu'il y ait ce genre de détérioration. Et c'est ce qui nous inquiète. C'est ce que l'on a observé. C'est également ce qui provoque les vomissements. Donc, il y a différents organes de la bouche à l'anus. Et c'est pour ça que je dis souvent c'est du haut en bas. Et avec les reflux, cela peut empirer. Cela empire d'ailleurs chez la plupart des individus qui ne sont pas atteints de syndrome charge. Quand on vieillit, on a plus de reflux. Si vous mangez trop vite, si vous ne faites pas attention à vos habitudes alimentaires, vous pouvez avoir des reflux. Il y a des reflux aussi lorsque vous étiez enfant et que vous aviez des problèmes de déglutition en tant qu'enfant. Cela peut revenir et cela peut revenir de manière euh, plus intense. Donc oui, c'est un risque. Alors que faire? Il vous faut un spécialiste de l'intestin et c'est une spécialité qui s'est développée ces dernières années. Avant, il n'y avait pas de spécialiste de l'intestin et à présent, il y a des médecins qui sont spécialisés dans la santé de l'intestin. Donc la réponse courte, c'est que oui, cela peut revenir. Il faut vérifier les reflux, traiter les reflux de façon très sérieuse et ensuite peut-être faire un examen de l'intestin. Et parfois, cela se rétablit et cela revient à la normale puisque c'est un mécanisme en fait.
Il faut manger des petites quantités, bien mâcher, avaler lentement. Avec la photo de Sarah que je vous avais montrée, elle utilisait une technique pour euh, ralentir son ingestion. Et beaucoup d'entre nous devraient en fait manger beaucoup plus lentement. Beaucoup d'entre nous, on est tous très pressés, on mange très vite et après on a des reflux. Donc avoir cette approche du haut vers le bas, c'est très important. Et les problèmes de reflux et d'alimentation, oui, et de déglutition peuvent revenir. Il y a également effectivement un problème de tonicité musculaire qui peut intervenir ici et impacter la capacité à digérer. Donc faites très attention à ce que vous mangez, au rythme auquel vous mangez. Boire et manger en même temps, ça peut être un problème également. Alors, les orthophonistes travaillent également beaucoup là-dessus. Ils cherchent des thérapies en lien, c'est là. Donc, ça peut être une piste également. J'espère que cela répond à la question. Thank you. Okay, I'll go on to the next question from Ashley. Merci. And she says in Canada, Question suivante physicians don't qui vient tend de to support Ashley. higher doses of vitamin D. Is this the case with physicians supporting with charge? And she's Elle dit heard que from others cases of certains au Canada, certains médecins au Canada ne suggèrent que des doses plus élevées de vitamine D ne seraient pas appropriées forcément. Alors, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Je sais qu'en Amérique du Nord, on donne des unités de 2000 de vitamine D. D'abord parce que nous savons que les individus avec charge ont plus de risques d'ostéoporose. Et donc, il faut suggérer aux médecins d'augmenter ces doses de vitamine D. Même aujourd'hui, la population régulière, on est passé de 1000 à 2000 unités de vitamine D, en particulier dans les pays où on ne reçoit pas beaucoup de vitamine D, dans les graisses, dans les poissons. On a besoin d'une quantité plus élevée de vitamine D. Donc, 2000 unités de vitamine D, en particulier pour les adolescents. Et plus tard, si vous avez des problèmes liés à ces lacunes en vitamine D. Next question is from Charlene. So my daughter's 37. She's had an MRI Une of autre her question spine de in Charlene. Ma 2022. fille a 37 ans. Elle a eu un IRM de She's diagnosed with la colonne vertébrale en 2022, ce qui a montré des disques et des cervicales déplacées. She's in a wheelchair On ne nous a pas dit ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, elle est diagnostiquée avec une compression du disque et une myélomalacia. Elle est en fauteuil roulant et elle a un rendez-vous avec un spécialiste de la colonne vertébrale. Mais elle déteste avoir des rendez-vous médicaux et être examinée par les médecins. Est-ce qu'il y a d'autres individus dans cette situation? Alors, si c'est juste le disque, je me demande si les vertèbres sont effondrées. C'est sans doute un problème de santé osseuse à la base. C'est en tout cas ce que cela m'inspire. C'est peu habituel, mais c'est vrai que quand les médecins disent «Oh, vous inquiétez pas», oui, alors il y a des articles, mais ils sont courts. Et puis, il y a des recommandations qui s'adressent aux spécialistes.
Je suis sûre que cela provient des vertèbres, sans doute. Mais de nouveau, je pense que votre spécialiste doit vous examiner. Je ne sais pas trop ce que je peux suggérer d'autre. Il faut un spécialiste de la colonne vertébrale. Faites en sorte qu'elle voit quelqu'un qui ait également une expertise en endocrinologie. Pour revenir à ma présentation, il y a des traitements aujourd'hui qui sont développés pour la densité osseuse. Ces scans d'évaluation de la densité osseuse seraient peut-être quelque chose d'intéressant et de travailler en collaboration avec des traitements orthopédiques et de neurochirurgie. Mais c'est esthétiquement très triste. Merci. Il y a des questions sur le nerf vagal et sur ce stimulateur du nerf vagal. Quelle marque recommandez-vous? Où peut-on les acheter? On a acheté le Proceto. Alors, c'est pas bon marché. Le nerf vague. Cela n'a pas marché pour notre fils, mais à présent, ses problèmes se sont atténués. Mais ça peut aider pour le stress. On l'utilise le matin ou après le travail. On l'utilise pour augmenter la sécrétion à certains moments. Donc, on utilise la marque Proceto, qui est très facile à utiliser. Il y a une application qui est synchronisée avec l'appareil. Alors, la chose avec le coût, c'est que parfois cet appareil ne tient pas bien sur le cou de la personne. Vous pouvez peut-être mettre un petit coussin entre les deux. Il faut jouer un petit peu avec pour trouver la bonne position pour stimuler le nerf vague. Vous pouvez aussi le stimuler à partir de l'oreille. Moi, je n'ai pas utilisé, j'ai pas vu beaucoup de personnes l'utiliser, mais il y a différents types d'appareils qui existent. Donc, je regarderai la recherche. Il y a des articles qui sortent tout le temps. Consultez les avis, les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup d'individus atteints de charge qui utilisent ces stimulateurs. Vous pouvez donc leur demander leur avis sur les groupes Facebook ou sur d'autres espaces pour savoir quels appareils ils utilisent. Et selon la façon dont votre cou va répondre. Mais c'est beaucoup de choses. Bien sûr, il faut l'utiliser régulièrement et beaucoup d'entre nous, on n'est pas très bon pour utiliser les choses régulièrement parce que si on se dit que ça fonctionne pas très bien, on arrête de l'utiliser. Mais j'ai vu que les présentateurs, en tout cas, d'une conférence à laquelle j'ai assisté, aimaient pas mal cet appareil. Et si un ne fonctionne pas, ne pensez pas que ce n'est pas pour vous. Il y a beaucoup d'appareils qui existent. Et il faut jouer un petit peu avec également les règles, les différentes réglages. Il y a différents réglages qui peuvent être ajustés. Moi, mon fils, il n'aimait pas trop un certain réglage et il a fallu le mettre beaucoup plus haut. Mais si votre nerf vague ne fonctionne pas très bien, vous voulez vraiment le stimuler. Donc, parfois, il faut augmenter. Et moi, j'ai remarqué que souvent, eh bien, les patients atteints de charge utilisent ces appareils jusqu'à une puissance 7-8, alors que nous, avec 4-5, ça fonctionne très bien. Très bien. Question suivante qui vient de Mayread. Elle dit les médicaments SSRI ont parfois un impact sur la production de testostérone et conduisent à des dysfonctions sexuelles à différents niveaux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une excellente question. Et je pense qu'il faut la poser à Jeremy Cook. Alors, donc les inhibiteurs sélectifs de sérotonine, les SRS, pour moi,
en particulier avec un individu avec lequel je travaille et qui travaille je travaille en collaboration avec une psychiatriste. C'est une personne qui n'aime pas du tout avaler des choses. C'est une façon euh, très intelligente et qui n'aime pas prendre des médicaments, mais l'utilise par gel avec une dose faible de ISRS et ça fonctionne très bien. Une autre petite fille dont je vous parlais aussi, qui est en famille d'accueil, ce n'a pas bien fonctionné pour elle, les ISRS. Mais je crois qu'il y avait aussi beaucoup de problèmes qui venaient d'abus qu'elle avait subis. Mais la jeune fille qui a maintenant 20 ans, cela fonctionnait très très bien pour elle. C'était vraiment le jour et la nuit. Je me rappelle lorsqu'elle a commencé à prendre ses antidépresseurs à 15-16 ans, elle s'est dit, oh là là, si j'avais su, j'aurais commencé quand j'avais 6 ans. Parce qu'elle disait que ça avait complètement changé sa vie. Non seulement elle arrivait à faire la thérapie comportementale, et elle disait, j'aime mon traitement, je veux continuer de le prendre. Pour la testostérone, comme beaucoup de médicaments, il s'agit d'un équilibre, effectivement. Vous pouvez vous rapprocher de votre pharmacien pour voir ce qui peut être fait. L'endocrinologue peut être également votre professionnel qui peut vous orienter là-dessus, puisque la testostérone peut être utilisée pour d'autres dysfonctions sexuelles. Donc cela relève de l'endocrinologie. Or some people have asked multiple questions. I will come back to you, but I'll try and answer questions by other people, if that's okay. First, so the next Il y question a is from plusieurs questions encore qui ont été posées. Je vais essayer de répondre à certaines d'entre elles. La prochaine question, c'est de Tracy, qui nous dit que son enfant a un problème de détérioration de l'ouïe à cause de nombreuses infections. Elle a commencé à enquêter le BAA. Est-ce que quelqu'un a de l'expérience à propos de ça pour les adultes souffrant de charge? Oui, moi je peux. Nous avons eu les mêmes problèmes. Nous sommes passés finalement à une aide qui est intégrée directement dans la construction osseuse. Notre fils n'est pas encore si âgé, mais nous avons fait ça quand il avait déjà 9 ans, 19 ans, 20 ans, pardon. On n'a pas pu vraiment nous expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose que l'on voit aussi chez d'autres patients. Donc peut-être qu'il faudrait que que vous changiez carrément de système d'aide auditive, quelque chose qui s'intègre dans l'os. En tout cas, je crois aussi que c'est vraiment très important d'avoir l'ouïe et la vue, d'ailleurs, contrôlées très fréquemment, peut-être 2 fois par an, c'est très important. Et en ce qui concerne les infections aussi auriculaires, elles sont aussi très importantes. Elles sont très fréquentes. Et malheureusement, on dirait que tout se détériore plus rapidement chez les patients vivant avec charge. Et donc, je dis toujours à mes jeunes patients, si vous avez une infection, allez tout de suite voir. Si vous avez une otite ou quoi que ce soit, allez tout de suite voir le spécialiste. Moi, je ne suis pas spécialiste des oreilles, mais je sais que c'est vraiment très important de se faire contrôler régulièrement. Et je crois aussi qu'il faut toujours, bien sûr, donner sa chance à des aides auditives le plus tôt possible avant en fait que l'ouïe se détériore encore davantage. Et il faut savoir communiquer, c'est vraiment important pour la communication au niveau social. Très bien. La prochaine question nous vient de Carole, qui est un parent d'un jeune homme de 26 ans qui a développé des problèmes intestinaux ces 2 ou 3 dernières années, qui en sont maintenant à une étape chronique. Il a du mal à décrire vraiment quels sont les symptômes et il utilise un traitement pour la gestion intestinale, mais ça ne fonctionne pas. Ce serait bien en fait de voir des recherches sur ce sujet pour améliorer les traitements
car pour l'instant, les brochures sont surtout centrées sur les besoins des enfants et il- le patient donc ne comprend pas aussi les exercices comme le tai chi, le yoga, etc. Et ce serait aussi utile d'avoir davantage d'informations sur ce que constitue un bon régime alimentaire. Alors, ce sont des bonnes questions. Nous sommes ce que nous mangeons. Et malheureusement, dans notre alimentation, il y a beaucoup d'additifs, beaucoup de produits de ce type. C'est un problème général d'ailleurs, hein. Et je connais par exemple pas mal d'adultes qui ont arrêté le gluten et les produits laitiers et ça a assez bien fonctionné. Mais peut-être que ce jeune homme dont nous parlons aime ce genre de produits. Procalipride est un bon médicament. Euh, c'est bien pour la constipation et pour la motilité. Donc, s'il y a des problèmes de motilité, je m'assurerai d'une bonne digestion ou d'une bonne évacuation des selles avec des médicaments relaxants comme le polyglycol. C'est quelque chose que c'est un médicament que vous mélangez à un verre d'eau et qui est ensuite buvable. Puis le prendre régulièrement et utiliser aussi un stimulant donc pour la digestion. Excusez-moi, je regarde ce que fait mon chat. Pardon. Donc vous avez ce médicament qui facilite et accélère la digestion, mais il y a aussi d'autres médicaments polyquebrune. Il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent Senecop. Moi, je l'utilisais quand j'étais un jeune docteur. Et certains nous disent que c'est addictif, mais en fait, non. Ce n'est pas d'addictif. Vous avez besoin de ce médicament. C'est pour ça que vous le prenez tous les jours. Donc, il n'y a pas de problème d'addiction. En tout cas, moi, je ne suis pas contre le fait que les patients recherchent des thérapeutes alternatifs ou complémentaires. Ça peut même être parfois très utile pour des problèmes justement abdominaux ou intestinaux. Et en tout cas, c'est pour ça que nous faisons ce genre de réunion, parce qu'il n'y a pas forcément de traitement miracle et qu'il n'y a surtout pas assez d'informations pour l'instant qui a été publiée. Et moi, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous donner une présentation complète sur tous les différents aspects que j'aurais voulu aborder, mais vraiment la question intestinale et digestive, c'est vraiment très important. Mais cela, il faut l'intégrer en fait à d'autres choses, par exemple la stimulation du nerf vague, comme je parlais. Et la question aussi notant que le microbiote, en fait, a une influence aussi sur l'ensemble du système, sur le système cérébral, sur le système d'anxiété. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au niveau des intestins qui a un impact sur le reste de l'organisme. C'est vraiment le centre, c'est vraiment très important. Il faut le garder à l'esprit. Et donc, il faut vraiment se centrer sur ces problèmes-là pour les améliorer. Mais c'est difficile parce qu'il faut lutter contre les problèmes de mobilité, les problèmes de constipation. Il peut y avoir aussi des problèmes de ballonnement, avec aussi des problèmes de gaz, etc. Donc, si votre microbiote ne fonctionne plus bien, et cela vient du fait parce que votre mobilité stagne, alors il y a des problèmes de fermentation qui peuvent se produire. Donc, tout cela est vraiment aussi très incommodant. Lorsqu'on a fait notre modèle avec le poisson zèbre, nous avions le poisson zèbre normal qui digérait normalement, et après il y a le poisson avec charge où la digestion avait lieu, n'avait pas lieu, etc. Et c'est vraiment là que nous avons compris ce qu'il se passait, ces problèmes de mouvement et de stagnation, d'interruption. Et il est donc important d'essayer d'améliorer son microbiome et peut-être pour les rechercher davantage comment promouvoir une meilleure santé du microbiome. Merci beaucoup. Il nous reste une dernière question. Donc, quelqu'un qui nous dit, j'ai une fille de 20 ans, elle n'a jamais eu de problèmes intestinaux.
jusque récemment, où elle a eu en fait une endoscopie sous anesthésie et après cela, elle a commencé à avoir des problèmes pour aller aux toilettes. Donc, est-ce que l'endoscopie ou l'anesthésie, la procédure aurait peut-être causé ces problèmes? Alors, je ne sais pas pourquoi elle a eu une endoscopie, ce serait intéressant déjà de le savoir, car généralement cela se fait plutôt à partir de la partie supérieure et non pas comme la coloscopie qui se fait par la partie inférieure. En tout cas, ça me paraît curieux et donc ce serait important de savoir pourquoi elle a eu cette opération, cette intervention, peut-être des problèmes de reflux, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui est le plus commun, c'est les problèmes de reflux et de constipation qu'on essaie de traiter par ce genre de problème. Donc merci. Heather, est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Je crois Do que you nous want to answer one devons more? Do you want to wrap up? conclure, non? Est-ce que je prends une autre question ou est-ce que je conclus? Il nous reste seulement 2 minutes. Yeah, I believe so, yeah. Je crois que c'est peut-être mieux simplement de conclure. OK, d'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci énormément, Dr. Kim, Claudia. C'était un moment extraordinaire avec vous. Nous voyons bien que c'est un sujet aussi très important pour notre communauté. Il y avait des tonnes de questions que nous avons reçues auxquelles nous ne pourrons pas répondre. Donc, peut-être que c'est l'occasion d'avoir un deuxième webinaire à l'avenir. En tout cas, comme nous l'avons dit au début, nous allons partager donc les informations que nous avons montrées aujourd'hui, l'enregistrement aussi du webinaire, et j'aurai plus d'informations pour tous ceux qui se sont inscrits au webinaire de la semaine prochaine. En tout cas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et j'espère que vous nous rejoindrez donc à notre prochain webinaire. Passez une